Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission ML2 par en live. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission hors série pour le débrief des playoffs de Ligue 2. On a joué le playoff 1 qu'on a débriefé la semaine dernière avec Karel. Le playoff 2 a été joué ce samedi entre Metz et Dunkerque avec une victoire messine qu'on va pouvoir débriefer, entre autres, puisqu'on va parler bien sûr des très très importants résultats concernant la Ligue 1 et le National qui vont bien sûr impacter notre championnat de Ligue 2 la saison prochaine. Je suis accompagné pour cette émission à nouveau de Karel et de Étienne, mes deux collègues sur ma Ligue 2. Salut les gars. Salut tout le monde. Voilà, donc je vous le disais, cette victoire messine très importante pour les Grenats qui, en qualité de troisième, sur l'ensemble de la saison, ils étaient la troisième meilleure équipe de Ligue 2 et ils ont confirmé, voilà, en battant le quatrième finalement, qu'ils avaient leur place en barrage de Ligue 1. Pour vous, alors voilà, on va peut-être revenir un petit peu sur le film de cette rencontre, le film de ce match, qui ne s'est décompté qu'à la 92e minute, si je ne dis pas de bêtises. Et un 13e, je crois. 93e minute. C'est ça, 93e minute. Et un but contre son camp de Bamou, un but de gag, finalement, il est pour rien, le pauvre Bamou qui se prend un dégagement dans le dos et qui vient tromper son propre gardien. Que dire, messieurs, de ce match aussi, si ce n'est que franchement, l'écart au classement, c'est pas forcément matérialisé sur la pelouse très nettement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. On avait eu deux matchs, une confrontation aller, une confrontation retour qui s'était décantée dans les dernières minutes. Et encore une fois, malheureusement pour Dunkerque et heureusement pour Metz, ça a de nouveau tourné en faveur des Grenats dans les dernières secondes, avec, comme tu l'as dit, un but contre son camp du malheureux Bamou qui était entré à la 77e minute. Donc vraiment pas un match facile pour lui, même si je pense que tout le monde l'a rassuré en lui disant que c'était pas de sa faute et qu'il y pouvait rien, mais j'imagine quand même la frustration immense pour lui. Et globalement, même si je pense que je vais laisser la parole à Étienne et on analysera un peu plus en profondeur après, mais je trouve quand même, avec un scénario plutôt favorable à Metz et une exclusion à l'heure de jeu, Metz qui a évolué en 11 contre 10 à partir de l'heure de jeu, à domicile, devant un public chaud, devant un public bouillant, et même par rapport à la production avant l'heure de jeu, j'ai trouvé Metz assez décevant. J'en attendais plus, avec en plus un temps de repos et un temps de préparation supérieur à celui de Dunkerque. Alors c'est normal, hein, ils ont fini 3e et Dunkerque 4e, donc c'est le jeu. Mais voilà, tous ces facteurs pris en compte, tout le contexte pris en compte, je m'attendais quand même à un Metz un peu plus dominateur en termes d'occasions franches. Étienne, ton avis sur la rencontre, peut-être sur le déroulé, ce carton rouge qui a changé beaucoup de choses pour Repas Sangoté alors que son vis-à-vis partait au but. Je crois que le carton rouge, c'est juste la goutte d'eau d'un vase de difficulté qui était un peu trop rempli pour Dunkerque. Avant la rencontre, Luis Castro avait déjà un peu pesté contre ses formules de play-off. Déjà, le fait de devoir faire beaucoup de matchs pour arriver au barrage, le fait que la 34e journée soit placée du vendredi au samedi, ce qui fait un jour de récupération en moins pour l'équipe qui joue le play-off 1. Ça s'est vu finalement, même si Dunkerque a bien attaqué les matchs. Le fait que Hugo Ragoubert sorte sur blessure en première période, ça complique déjà pas mal les choses, surtout que Kéros, qui le remplace d'habitude, n'était pas là. C'est Linguet qui est rentré, c'est ça à la. Ouais. Comment Linguet est rentré et Georgian est passé en 6 en gros. Et donc déjà quand tu perds un élément moteur comme ça complique beaucoup les choses. Ensuite il y a ce carton rouge qui arrive sur c'est aussi une forme de coup du sort, hein, parce que là ça touche l'épaule ou le biceps ou le bras de Sabali. Les interprétations varient, mais en tout cas l'arbitre a décidé que Sabali avait pas fait de main et que Sanganté si. Donc la main de Sanganté elle y est. Oui, la main Sanganté, elle y est sans problème. Mais c'est un carton rouge qui aurait peut-être pu être évitable avec une autre interprétation. Hein. Je dis pas que c'est injuste, mais c'est un peu un coup du sort parce que je suis sûr que si tu vois la même action dans un autre match, il se peut des fois que le défenseur central ne prenne pas de rouge là-dessus. Et donc voilà, du coup, Dunkerque a quand même fini par faire ce match-là tous derrière avec quasiment 9 défenseurs. Avec Courtet qui joue en 6 et tous les autres en latéraux, en défenseurs centraux. Ils sont bien battus, les Dunkerquois.
Il n'y a pas eu énormément de grosses occasions pour Metz. Il a fallu quand même que Van de Kerkhoff fasse une différence individuelle avec après un coup de flipper derrière, un but assez chanceux quand même pour les Messins. Ouais, et d'ailleurs, on pourra en reparler, mais en tout cas, quelle saison quand même des Dunkerquois qui auront, j'ai l'impression, jamais été surclassés par personne, vraiment. Même le PSG, finalement, ils leur ont donné un très très bon match avec, même s'ils prennent 4 buts, finalement, ça aurait été très compliqué pour les Parisiens jusqu'à la fin en Coupe de France. Et non, franchement, chapeau pour cette très très belle saison des Dunkerquois. Voilà, la méthode Luis Castro qui continue à payer, même si c'était un petit peu moins net après l'élimination en Coupe de France. Il y a eu quelques défaites un peu préjudiciables qui ont empêché Dunkerque de jouer justement ce play-off 2 à domicile. Qui sera peut-être aussi arranger les choses. Mais en tout cas, chapeau à eux. Et des Messins qui, certes, gagnent 2 matchs d'affilée, enfin, mais ce n'est pas forcément les plus convaincants. On reconnaîtra quand même que Metz, sur les fins de match, c'est costaud. Ils arrivent à forcer les décisions là où peut-être d'autres équipes n'y arrivent pas. Et c'est ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui en barrage d'accession de Ligue 1. Moi, je pense que ça peut faire la différence aussi contre le club de Ligue 1. On va en reparler juste après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'ai évoqué son nom il y a 2 minutes et on en parlait un peu avant de commencer l'émission. Mais c'est vrai que d'avoir un joueur en fin de saison comme Kevin Van de Kerkhoff, qui n'était pas là jusqu'au printemps presque, qui était un peu au placard, et là il sort en fin de saison, il fait des différences, il est souvent décisif. Voilà, c'est pas un luxe que les autres équipes comme Dunkerque peuvent se permettre, malheureusement pour elles. Ouais, ça c'est clair. Et puis plus globalement, de toute manière, quand tu regardes sur le match les entrants, il y a Van den Kerkhoff, mais il y a aussi Gay, il y a aussi Allo, il y a aussi Stambouli qui sort du banc. Enfin, c'est des remplaçants voilà, de très très grande qualité pour la Ligue 2. Qui voilà, je trouve voilà, c'est un effectif pour moi de bas de tableau Ligue 1. C'est pour ça que même si je suis pas convaincu récemment par les prestations des Grenats, sur un barrage comme ça contre Reims, je suis sûr qu'il y a un coup à jouer parce que voilà, pour toutes ces choses-là, pour la qualité de l'effectif, pour un Saint-Symphorien aussi qui a, pour le coup, lui, a toujours été au rendez-vous cette saison. Il y a vraiment un coup à jouer, même si je pense que voilà, sur cette partie, j'aurais bien aimé voir le dénouement sans ce carton rouge, parce que j'avais trouvé Dunkerque quand même, tu l'as dit, Dunkerque qui a fait une très grosse saison, qui a globalement été toujours au rendez-vous de ces grands rendez-vous. Ils ont perdu de la vitesse sur la fin de saison et peut-être que ils auraient pu aller chercher la 3e place sans ça, on le saura jamais, c'est vraiment hypothétique. Mais je les ai trouvés quand même plutôt bons, Dunkerque, sur ce match-là pendant l'heure de jeu, avant le carton rouge. Après, voilà, c'est de circonstances. Je trouvais quand même que la plupart, je parlais des grosses occasions en préambule, je trouve que la plupart des grosses occasions, elles ont plutôt été pour les Maritimes et on a plutôt vu, je trouve, être mis à contribution de manière répétée plutôt que Jawen. D'ailleurs, Papsi, bon, vous en avez pensé quoi si jamais il doit jouer le barrage, pardon. Est-ce que vous sentez justement de contenir les assauts rémois? Moi, j'ai trouvé plutôt assez rassurant, on va dire, en suppléant de Baudard. On l'a pas beaucoup vu cette saison. Il y a un moment où Kidja il avait été, je sais plus, il avait été indisponible pour un match et je crois que il s'était blessé aussi juste après, donc il n'a pas eu beaucoup sa chance, mais bon, il est assez convaincant quand même ce gardien. Surtout, on l'a vu sur quelques frappes à ras de terre des Dunkerquois, il est capable d'aller très vite au sol. Ce qui est important pour un gardien si grand, oui. Ouais, pour un gardien de 0,6, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et oui, mais je pense qu'il aurait pu avoir sa chance plus tôt, puisque il y a un moment où Kidja s'est avéré être en perte de vitesse et il a eu sa chance et il se blesse. Je crois que c'est un déplacement à Ajaccio d'ailleurs. C'est ça, à la 25e, il sort sur blessure. C'est ça, et je pense qu'il aurait pu se retrouver numéro 1 un peu plus tôt et forcément il y a eu cette absence, il a cette chance lui a échappé et après il y a eu le recrutement de Baudard qui a apporté beaucoup de satisfaction aussi. Donc, mais voilà, bon, Metz. Pour continuer mon argument de tout à l'heure, c'est qu'ils ont trois bons gardiens de niveau Ligue 2 dans leur effectif aussi. Donc, c'est quand même un effectif très riche. Voilà, effectivement. Donc, on verra bien ce que donneront les Messins qui affronteront bientôt le Stade de Reims. On va en reparler juste après, puisqu'on va aborder le sujet de la Ligue 1 et l'actualité, la grosse actualité.
c'est que Saint-Etienne redescend en Ligue 2 seulement un an après être monté. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Moi je trouve que, même si bien sûr on sait que ce match contre Toulouse, même si les Stéphanois l'avaient remporté, ils n'auraient pas accroché la place de barragiste, puisqu'ils auraient eu une différence de but largement insuffisante. Mais ils n'étaient pas au rendez-vous, tout simplement. Ils ont concédé trop d'occasions pour un match à domicile comme ça. Pour une équipe qui a pris autant de points à domicile, enfin autant de la très très grosse majorité de ses points à domicile, c'est pas faire un aussi mauvais match contre une équipe qui est en vacances quasiment. Bon voilà, c'est finalement mérité au final de se retrouver en Ligue 2 à ce moment-là de la saison. Logique sur la fin de saison pour Saint-Etienne malheureusement, et même sur l'ensemble de la saison. Moi, je trouve que encore une fois, tu prends 3 buts et c'est à l'image de ton problème majeur cette saison, c'est la défense. Je trouve ça très très compliqué en termes de planification, en termes de recrutement, d'attaquer cette saison avec une défense finalement, même si tu recrutes Abdelhamid, mais Abdelhamid ne s'est jamais imposé dans cette charnière centrale-là. Tu as une défense qui est très similaire à ce qu'on a vu toute la saison dernière en Ligue 2 finalement, avec Apia qui était titulaire sur le dernier match, avec Batou Binsika, avec Petro, c'est des joueurs qu'on voyait déjà en Ligue 2. Moi je trouve ça très problématique de ne pas amener au moins un taulier, un joueur qui va s'imposer à coup sûr dans cette charnière centrale. Ils ont essayé, il y a eu Bernauer qui est arrivé aussi au mercato hivernal, mais c'est déjà tard. Et au final, je voyais des gens blâmer l'Arseneur. Moi je trouve que c'est compliqué quand même, parce que je l'ai vu sortir des très très grosses parades à peu près à chaque match, et je crois qu'il était dans le top 3 des gardiens qui en sortaient le plus cette saison en Ligue 1. Alors forcément quand tu concèdes une quinzaine voire une vingtaine de tirs par match, ça aide, mais il faut quand même les sortir, et il en sort encore une énorme, voire 2 énormes contre Toulouse pour éviter le 4e but. Une fois sur une tête à bout portant, il la sort du pied, et une autre où il est déjà parti d'un côté et il réagit vite de l'autre pour la sortir sur une frappe déviée. Mais non, c'est à l'image des difficultés de Saint-Etienne qui prend 77 buts cette saison. On ne peut pas se maintenir globalement, même si j'ai trouvé que le bas de tableau de Ligue 1 était assez faible cette saison. On voyait que ça avançait jamais finalement, que ce soit Le Havre qui s'est sauvé de manière spectaculaire, on va en parler juste après, Montpellier, bon, ça sert à rien d'en parler plus, Reims qui n'avançait plus, qui n'a pas gagné pendant 4 ou 5 mois, Nantes qui a complètement calé sur la fin de saison. C'est ça qui a fait que Saint-Etienne était encore dans la course, dans un championnat un peu plus relevé, on va dire, au niveau du bas de tableau. Saint-Etienne aurait été, à mon sens, relégué depuis un peu plus longtemps. Là où je leur tire mon chapeau, c'est sur la production offensive, où ils ont quand même réussi à marquer pas mal de buts pour une équipe qui finit 17e, avec des individualités assez fortes, que ce soit Stassin, Davitashvili. Mais sur ce match contre Toulouse, le scénario est catastrophique, parce que tu prends 2 buts en 15 minutes, et que derrière, pour tous ceux qui ont vu le match, c'était flagrant, les espaces laissés sont monumentaux. Je pense que Toulouse aurait pu en marquer au moins 4 ou 5 s'ils avaient été un peu plus réalistes, et peut-être un peu moins en vacances aussi, même s'ils ont joué le jeu au final, on le voit. Mais non, logique au vu de cette prestation finale, et je trouve malheureusement logique sur la saison, même si ça m'aurait pas choqué que Reims descende directement non plus, au vu de ce qui s'est passé à partir du départ de Lucas Elsner, et un peu avant le départ de Lucas Elsner, ce qui justifie son départ. Mais voilà. Ça fait. J'ai vu dans les médias Régis Brouard notamment s'exprimer et dire que Saint-Etienne va devoir se remettre en question, défensivement certes, mais aussi au niveau de la direction, de sa hiérarchie, il va falloir faire des choix forts. Alors j'ai cru comprendre que Eric Ornand n'était pas encore menacé pour son poste, mais c'est vrai que est-ce que c'est la philosophie présentée par le coach norvégien qui va vraiment les faire rebondir de Ligue 2 en Ligue 1? On se rappelle quand ils étaient descendus la dernière fois, c'était aussi des gros problèmes défensifs qui les ont fait traîner leur guêtre pendant 20-23 journées, je crois, dans la zone de relégation en Ligue 2. Est-ce que voilà, le premier chantier, c'est pas d'abord là? Je voulais y aller. Je sais pas si tu voulais y aller, Étienne. Non, je sais pas si c'est un problème de philosophie de jeu. Je crois que c'est un problème à chaque fois de construction de l'effectif. Rappelez-vous la première saison de Saint-Etienne en Ligue 2. Bon, c'était un peu la panique. Ils arrivent, ils font la première journée avec des joueurs qui sont pas destinés à rester là. Mais le mercato, il avait été tardif, assez mal bouclé. La première partie de saison était catastrophique, comme tu l'as dit, et ils avaient un peu tout réglé au mercato d'hiver. La saison dernière, la saison où Saint-Etienne remonte,
Là encore, la première partie de saison, c'est encore un peu laborieux. Et il faut quand même qu'il y ait les arrivées de Cardona, de Mboukou au milieu pour que vraiment ça démarre. Là encore, cette année, j'observe que Saint-Étienne a réattaqué une saison en Ligue 1 pratiquement avec sa défense de Ligue 2. Regarde, l'équipe, dans chaque ligne, tu as 2 tiers au moins, tu as au moins 2 tiers des joueurs qui étaient en Ligue 2 déjà là. Quoi. Et pour un mercato à 20 millions d'euros, c'est pas normal pour moi. Cette équipe n'a pas fait sa mue vers la Ligue 1. À chaque fois, à chaque mercato d'été, depuis un paquet d'années, j'ai l'impression que Saint-Étienne prend 1-2 trains de retard. Alors en Ligue 2, on peut se rattraper au mercato d'hiver, mais là en Ligue 1, manifestement, le retard était trop important. Les autres vont plus vite et on peut plus se permettre ce genre d'erreur. L'exigence, elle augmente avec la division et c'est à tous les étages. Hein, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans l'extra sportif. Et je pense effectivement que, je sais pas, Yann Gazidis, en reprenant le club, il a voulu pas trop bousculer les choses, rester dans la continuité. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à certains réaménagements de ce côté-là. La chance pour Saint-Étienne, c'est effectivement qu'avec un propriétaire comme Larry Tenenbaum, normalement, il n'y aura pas de problème financier. On n'est jamais à l'abri de rien, mais il n'y aura pas de soucis d'ordre pécunier pendant cet été. Ce qui sera le contraire, c'est le contraire de tous les autres clubs de Ligue 2, de Ligue 1 également d'ailleurs. Donc, techniquement, Saint-Étienne sera armé pour, sans dire écraser le championnat, en tout cas faire partie de ce wagon pour remonter. Encore faut-il faire les bons choix et, à mon avis, pas investir des 6, des 8 millions sur un ou deux joueurs qui, certes, sont d'un très bon niveau par rapport au reste de ton effectif, mais qui vont pas te renforcer tant que ça dans ton grand plan de remonter en Ligue 1. Voilà, pour moi, il va clairement falloir faire attention à ça. Peut-être pas reproduire des coups comme Davitashvili, Stassin, qui sont d'excellents joueurs, il n'y a pas de souci avec ça. Et encore, même s'ils ont été irréguliers, Stassin, ça a mis un petit peu de temps avant de démarrer. Davitashvili, il y a des matchs où il était assez invisible, mais globalement, c'est quand même des joueurs qui sont au niveau de cette lutte pour le maintien en Ligue 1, c'est sûr et certain. Maintenant, pour moi, il aurait dû y avoir peut-être une refonte un peu plus profonde de cet effectif vert, et c'est vrai que ça l'a pas fait en Ligue 1, et je ne sais pas si ça le fera à nouveau en Ligue 2, si les joueurs ont encore en tête de repartir pour un challenge monté, alors qu'ils l'ont obtenu il y a à peine un an. Mais juste, Julien, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, on n'est pas obligé de refaire tout l'effectif sur une montée en Ligue 1, mais j'ai envie de comparer avec Angers. Angers avait beaucoup moins de moyens. Quand on regarde sur les 11, Angers n'a pas tout changé, mais ils ont fait par contre des bons coups en prêt. Je pense à Bamba Dieng, ou des joueurs libres, quasiment que des joueurs libres, que ce soit Belkebla, que ce soit Ecomier, Bioumla, ils en ont profité parce que malheureusement Bordeaux a été rétrogradé, que ce soit Alevina par exemple, Aolu, c'est vrai, et ils ont fait des petites retouches comme ça, et je trouve qu'en fait la différence c'est que Angers, sur le début de saison, même s'ils ont mis très longtemps à gagner leur premier match, et je crois que leur premier match ils le gagnent contre Saint-Etienne en plus, je trouve que la différence c'est que Angers, je l'ai trouvé beaucoup moins loin du compte dans le contenu que Saint-Etienne pendant un certain temps, où tu voyais quand même que défensivement il y avait un gros problème. Tu voyais quand même à peu près à tous les matchs que Saint-Etienne pouvait prendre 2-3 buts, et ça m'étonne que à ce moment-là, tu n'aies pas décidé de faire peut-être une plus grosse recrue, ou deux, trois plus grosses recrues sur le plan défensif, même si Bernauer, dans l'idée, c'est intéressant, mais tu n'as pas non plus la garantie Ligue 1, étant donné que il évoluait pas en Ligue 1 à ce moment-là, qu'il évoluait à l'étranger depuis quelques temps. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'il était à Zagreb, peut-être au moins 2 ans. Il avait quitté le Paris FC il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je sais plus. Donc, je trouve qu'il amenait pas la même garantie, connaissance de la Ligue 1 sur les dernières années que pouvaient amener certains joueurs qu'a pris Angers, comme encore une fois, comme Aolu, comme Alevina, qui sortaient de plusieurs saisons en Ligue 1, et encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de moyens pour réaliser un mercato d'ajustement ou pour être prêt à la Ligue 1, mais il faut faire les très bons choix et choisir, comme tu l'as dit, les bonnes cibles sur lesquelles tu vas mettre beaucoup d'argent. Alors au final, Stassin et Davitashvili, ils ont été énormes sur l'apport statistique, mais il y avait, je pense, au sens de tout le monde, un autre gros problème, plusieurs gros problèmes à régler sur le plan défensif, et au final, ça n'a jamais été fait tout au long de la saison.
D'ailleurs, je reprends ta stat de tout à l'heure. Effectivement, la première victoire angevine, c'était le 26 octobre, rendez-vous compte, contre Saint-Etienne à 4-2. Et avant ça, ils avaient effectivement passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs sans victoire. Et finalement, ils finissent 6 points au-dessus des Verts. Mais je crois que sur ces 8 matchs, il n'y a jamais eu de moment où on les a trouvés très très hors sujet. Enfin, moi, du souvenir que j'ai du début de saison d'Angers, oui, c'est vrai, oui. Je trouvais que c'était quand même mal payé de commencer avec une saison aussi peu riche en points. Et au final, je trouve ça assez révélateur que sur leur première victoire, ils mettent 4 buts à Saint-Etienne. C'est révélateur de tous les problèmes qu'on a évoqués. Exactement, tout à fait. Et donc ce sera synonyme de Ligue 2 pour Saint-Etienne pour les Verts en 2025-2026. Donc, écoutez, nous, on est ravis de les retrouver. On est sûr que les supporters sont un petit peu moins contents de retrouver maligue2.fr, mais en tout cas, c'est quand même un gros club, une grosse équipe qui va être forcément un des portes-étendards de la Ligue 2 l'an prochain. Et on va suivre attentivement ce qui va se passer cet été. Ça va être effectivement un mercato, une intersaison très très importante pour l'avenir des Verts, pour l'an 2 justement du projet Tannenbaum, Gazidis à Saint-Étienne. Et donc voilà, on va suivre ça avec attention. Et on s'attendait peut-être à voir Le Havre jouer les barrages. Et finalement, ce sera bien le Stade de Reims. Puisqu'à cause de 2 buts assez tardifs finalement dans les rencontres, Reims qui perd 2-1 à Lille, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, avec en fin de match. Il s'attendait peut-être à ce que Le Havre ne gagne pas. Tout autre résultat qu'une victoire du Havre aurait permis à Reims de rester en Ligue 1 une année de plus. Et finalement, le HAC qui arrache la victoire à Strasbourg, en plus qui jouait pour sa qualif en Ligue des Champions, qui arrache la victoire à Strasbourg 3-2 avec un penalty à la 99e minute transformé. Donc voilà, c'est vraiment c'est pour l'histoire, quoi. Pour l'histoire, c'est vraiment je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, on reparlera encore de ce finish du HAC qui partait de très très loin. Je crois que sur la phase retour, ils sont 9e de toute la Ligue 1, si je ne m'abuse. Donc, oui, c'est ça. 9e ou 11e, je sais plus. Ouais, ils sont plutôt. Par rapport aux concurrents, ils ont pris tellement de points sur la phase retour sur ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire à part chapeau? Je sais pas, quelqu'un veut. Non, mais bien sûr. Et puis il faut rappeler par où est passé Le Havre avec l'histoire CVC, avec un budget vraiment un budget Ligue 2, quoi. Il y a très peu de moyens pour recruter. Il a fallu faire des économies surtout, faire des bons coups. Et Abdoulaye Touré, c'est un très bon coup, par exemple. C'est un joueur d'expérience qui avait joué à Nantes, je crois, qui était très fort là-bas. Et voilà, c'est une bonne pioche. Et il y a jamais eu de grands moments offensifs au Havre comme depuis plusieurs années. Hein. Il n'y a jamais vraiment de grands attaquants, mais voilà, c'est une équipe qui, par la force du collectif, a réussi à s'en sortir, malgré un bilan à domicile au Stade Océane qui est assez famélique. Ils sont allés chercher les points à l'extérieur quand il le fallait. Donc, non, vraiment bravo. Et puis, je crois que personne n'y croyait en le coach Didier Digard à un certain moment de la saison. Et on lisait le classement, on voyait bien que c'était problématique, quoi. Donc bravo. Et bravo aux dirigeants havrais de lui avoir conservé la confiance, parce que c'était quand même tentant de changer quelque chose, quoi. Ouais. Surtout que cet hiver, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais sur cet hiver, ça a été plutôt un mercato. Allez, on vend, on se débarrasse des joueurs dont on n'a plus besoin ou dont on n'a pas envie, et surtout on essaye de trouver quelques centaines de milliers d'euros par-ci par-là pour équilibrer les comptes. On ne s'est pas forcément renforcé, on a juste ressoudé peut-être les liens de ce groupe qui était assez vaste, il faut le dire, il était assez large, et finalement avec un groupe plus restreint, plus réduit, il a réussi à motiver tout le monde, Didier Digard, et franchement pour une première saison au HAC, moi j'étais loin d'imaginer qu'il arriverait à redresser la pente comme ça, à redresser la barre comme ça après une phase allée aussi compliquée, avec moins de qualité sur le papier au moment d'attaquer la phase retour. Donc franchement, chapeau. Je suis en train de regarder s'il y a eu des transferts cet hiver. On se retrouve dans une situation, le club du Havre, où on se demande s'il cherchait plus à éviter la faillite que la relégation aussi. Hein. C'est ça, oui. La situation financière des clubs de bas de tableau de Ligue 1, malgré les objectifs de fin de saison,
fallait quand même vendre tout ce qu'on pouvait vendre en janvier ou avant le 30 juin, même s'il y a encore des occasions. Je pense on peut voir des joueurs partir. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'était franchement Ouais, un gros chapeau. Ouais, ils font quelques coups cet hiver. Ils font Fodé Ballo-Touré. Ils font vrai, Ahmed Hassan aussi, qui amène pas mal d'expérience, etc. Mais encore une fois, c'est pas des transferts. Il y a un petit côté pari quand même. Il y a un petit côté flip. Bah oui, Tu espères que ça va marcher, mais malheureusement, ils sont obligés de faire de composer comme ça avec Didier Digard qui remplace Lucas Elsner. C'est pas non plus. C'est pas facile. C'est pas remplacer n'importe qui au Havre parce qu'on parle du coach de la montée, du coach du maintien l'an passé. Et tu es dans une dynamique où il faut faire une énorme phase retour quand même pour réussir à te sauver. Ils l'ont fait. Avec des victoires importantes. Le fait est que Reims a eu des bons moments sur cette fin de saison aussi. Reims est allé gagner à Lens. Reims avait besoin d'un point globalement sur ces derniers matchs pour se sauver. Et Reims a perdu 3 matchs d'affilée. Oui. Donc malheureusement pour eux, là où Le Havre a été très clutch, très décisif. Et à l'image de la Panenka de Touré à la dernière seconde du match, je crois que c'est Étienne qui a fait la brève sur sa réaction et qui dit au pire on va en barrage si je la fais pas. Je trouve que la déclaration est complètement folle. Vraiment, la déclaration est dingue. Mais non, Le Havre. Je trouve quand même que c'est mérité pour Le Havre, sans dire que c'est mérité pour Reims d'aller en barrage, même si il y a quand même une partie de la saison qui est très très compliquée pour Reims et c'est pas étonnant de les voir en barrage non plus, mais je trouve que c'est mérité pour Le Havre qui, comme vous l'avez dit, s'est vraiment accroché tout au long de la saison, a fait confiance à Didier Digard aussi. Didier Digard qui a gardé un discours, je trouve, je suis admiratif du discours qu'il a su garder quand même tout au long de la saison, à toujours défendre ses joueurs, à toujours dire que voilà, on va se battre jusqu'au bout, à des moments où on les voyait limite dans la charrette avec Montpellier pour descendre directement et on se disait la bataille elle va surtout être pour la place de barragiste, mais en venant de plus haut, pas en venant de derrière, et au final Le Havre qui se sauve, voilà. C'est un scénario Hitchcockien. On n'aurait pas pu l'écrire, franchement. On n'aurait pas pu l'écrire, mais en tout cas bravo au Hack qui va encore sûrement vivre un été très très compliqué, mais qui s'accroche en tout cas pour rester en Ligue 1 et qui pour le moment réussit, donc chapeau. J'ai oublié de citer tout à l'heure Junior Mwanga, quand même, qui a été prêté par Strasbourg. Il n'a pas joué, évidemment, vu qu'il était en prêt, mais qui a été prêté par Strasbourg sur cette phase retour et qu'on connaît particulièrement bien, nous, chez Malick 2. Et j'ai vu aussi le directeur sportif, Mathieu Bodmer, qui disait que 70 à 75% de l'effectif allait être renouvelé cet été. C'est vraiment effectivement il y a des gros chantiers pour les Havrais. Déjà vivre une 3e saison de suite en Ligue 1, je pense que c'est déjà une récompense énorme. Ça tient presque du miracle et franchement on sera content aussi de les voir évoluer à nouveau à ce niveau-là l'an prochain. Et donc du coup le Stade de Reims qui va jouer sa mission survie dans 2 matchs aller-retour contre le FC Metz. Messieurs, est-ce que vous pensez que le Stade de Reims va réussir à assumer son statut de favori? Est-ce que la Coupe de France et sa finale contre le Paris Saint-Germain, donc samedi à 21h, samedi 24, va jouer un rôle dans cette course au maintien? J'ai cru entendre de ta part, Karel, tu avais dit que le coach Diawara avait laissé entendre que ça allait pas être sa priorité, quoi, la finale de la Coupe de France. Ce qui est assez lunaire quand on est le Stade de Reims en 2025 et qu'on n'a peut-être pas gagné de titre majeur depuis belle lurette. Je ne sais pas si c'était moi qui l'avais dit, parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu la conf, mais ça me dit un truc, je ne sais pas si c'est toi, Étienne. Je crois que c'est moi qui en avais parlé. Oui, et que le Samba Diawara a expliqué que en fait, ça fait 3 journées qu'il devait prendre 1 point. C'est une fin de saison qui devait être festif pour le Stade de Reims avec cette finale. Je crois qu'il pensait vraiment être pas loin du compte il y a quelques jours encore, mais le problème c'est qu'il y a eu cette balle de match ratée contre Saint-Etienne avec un match vraiment catastrophique. On voit les conséquences maintenant au final. Et après des victoires contre Lens et Toulouse, Lens, marqué 0 but contre Montpellier, marqué 0 contre Saint-Etienne à domicile.
pour moi, il y a quand même des signes précurseurs, des signes avant-coureurs, quoi. C'était une catastrophe qui n'était pas annoncée parce que forcément, Reims, on s'attendait à ce qu'il soit bien plus haut. On se disait, il y a un moment où quand même ça va s'enclencher, ça va s'enchaîner. Et puis jamais ils y sont arrivés alors qu'ils sont allés, ils ont battu Marseille. Enfin, il y a des joueurs de grande qualité dans cet effectif de Reims, comme Nakamura et tout, qui est capable quand même de bousculer pas mal de défense. Mais il y a aussi des failles sur le plan technique de la part d'autres joueurs dont je vais pas dire le nom du coup. Mais ouais, il y a quelques éléments dans le 11 de Reims là qui on les connaît pas trop parce que ils ont pas été en Ligue 2 récemment et tout, mais c'est vraiment très très moyen quoi. Et puis c'est une équipe qui est en chute libre au niveau de la dynamique sur ces dernières semaines. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Metz d'avoir en face Reims qui est dans cette situation absurde avec la finale de Coupe de France, qui est en train de perdre complètement son rythme, plutôt que Le Havre qui serait arrivé en barrage avec une mentalité de guerrier à peu près assurée, quoi. C'est clair. Et par contre, j'aimerais quand même soulever un point, c'est Yehvan Diouf face aux attaquants messins qui ont du mal à finir leurs occasions et qui même cadrent bien trop peu et qui quand ils le font, c'est vraiment pas flamboyant en ce moment. Certes, ils marquent, les messins, mais le nombre d'occasions qu'ils ratent, moi je pense que il suffit que tu tombes contre un gardien un peu inspiré sur l'une des deux rencontres, tu peux prendre un retard dès le match aller en fait, qui peut être très préjudiciable. Donc les Grenats, il va falloir être costaud devant la cage quand même cette fois-ci. Hein. J'étais en train de regarder, mais Reims quand même, c'est pour compléter ce que dit Étienne, mais il y a un saut qualitatif quand même qui est clair, parce que cet hiver, j'avais oublié que c'était cet hiver, moi. Je croyais que c'était cet été, mais c'est l'hiver, tu perds de manière conjointement, tu perds Agbadou et tu perds Mounetsi le même hiver. Alors tu prends 40 millions d'euros sur les deux, certes, mais peut-être que c'est ça au final qui va te coûter ta place en Ligue 1, sachant que l'été d'avant, tu perds aussi Richardson, et cette saison, c'est peut-être effectivement Yehvan Diouf dont tu parles le plus en termes d'individualité, avec effectivement Nakamura et Junya Ito qui surnagent peut-être un peu sur le plan offensif. Mais je trouve quand même qu'il y a un saut qualitatif entre la saison passée avec Will Steele et puis ensuite avec Lucas Lesner qui arrive sur la première partie de saison, et l'effectif avec lequel a dû composer Samba Diawara. Ça n'a pas été, je trouve, un cadeau pour lui cette fin de saison, et je sais même pas. Alors sur le papier, effectivement, Julien, tu as raison, c'est forcément Reims qui sera favori en tant qu'équipe de Ligue 1, mais avec tout le contexte et les dynamiques, je ne sais même pas si Reims est vraiment favori au final de cette confrontation aller-retour. J'irai pas jusqu'à dire que Metz est favori. Par contre, si on me dit que c'est du 50-50, ça me surprend pas, quoi. D'accord avec ça, Étienne ? Oui, je suis assez d'accord. On parlait des partants, je voulais juste ajouter le cas de Teddy Thomas, qui est un très bon joueur, mais qui a complètement disparu. Et forcément, quand il y a autant de joueurs importants qui disparaissent du 11 d'une moitié de saison à l'autre, oui, ça se ressent, comme le disait Karel. Cette équipe-là, elle n'a plus du tout la même valeur sur le terrain qu'avant. Donc, non, je ne les mets pas forcément favoris. D'autant qu'on parle des attaquants messins qui ratent beaucoup d'occasions, mais à Reims, pour mettre un but, c'est compliqué aussi, hein, comme tu l'as dit. Ils n'ont pas marqué contre Montpellier, ils n'ont pas marqué contre Saint-Étienne. Franchement, c'est éliminatoire. Hein. Je suis désolé, mais c'est très très grave. But, voilà, si tu ne marques pas contre eux, tu marques contre personne. Donc attention. Ouais. Attention, Rémois, vous êtes prévenus. Le FC Metz qui va effectivement recevoir le Stade de Reims ce mercredi, du coup, à 21h. 20h, pardon. Mercredi à 20h, Metz-Reims, avant la finale Paris-Saint-Germain contre Reims à 21h samedi 24 mai. Et le retour, du coup, qui a été placé le jeudi 29 mai à 20h30. Donc tout ça, ça fait aussi un petit peu moins de repos pour les deux barragistes. Mais quand même, sur la dynamique, on imagine bien que Reims, ils vont peut-être pas lancer toute leur force dans la bataille contre le PSG, arriver cramé au match retour à Delaune contre Metz, surtout si le match aller est serré. C'est dingue de dire ça alors que c'est une finale de Coupe de France. Hein. Mais t'as raison, c'est dingue. En même temps, ils vont quand même pas reposer tout leur cadre, et peut-être qu'il y a des légendes, elles vont un petit peu tirer sur la fin du match retour aussi. Et Metz, vu comme ils sont forts sur les fins de match,
il y a des règlements. Tu peux pas non plus envoyer toute l'équipe B mais c'est impossible. ça. Faut quand même que ce soit des joueurs qui aient régulièrement participé au match du championnat. Et ça, quoi que fasse Samba Diawara, ce match-là, il aurait un impact physique et émotionnel aussi sur le match. Après, tu peux aussi surfer sur une mettons, victoire au tir au but, tu peux surfer aussi sur une dynamique et tu peux surfer, tu peux marcher sur l'eau aussi, parce que si Reims bat le Paris Saint-Germain en finale, je pense que... je pense que... Vas-y, Étienne, pardon. Non, c'est bon, je disais juste que... De toute façon, je suis assez d'accord. Je pense que le PSG va être en préparation va être en répétition pour sa finale de Ligue des Champions. Et en fait, l'impact émotionnel, il va être au niveau du nombre de buts que tu vas prendre. Je pense, je sais pas combien. Parce que le PSG cette année, ça laisse pas trop de doute. Sur les saisons précédentes, tu pouvais te dire un PSG en roue libre qui n'a plus que la finale de la Coupe de France, qui n'a pas forcément été parfait. Là, la phase retour du PSG, elle est quasiment parfaite. Et ça va être une répétition. Donc, il y a eu quelques défaites, mais c'est quand il n'y avait plus aucun trophée en jeu. C'est ça. Il y a eu des défaites au moment où fallait faire tourner, où il y avait peut-être un peu la tête ailleurs. Mais quand tu vois le sérieux des prestations en Ligue des Champions, le sérieux pour aller chercher ce titre-là à je ne sais pas combien de journées de la fin en restant invaincu, je sais même plus jusqu'à quand c'était, peut-être jusqu'à la 30e, 29e, 30e journée, je sais plus. Mais non, c'est difficile de... En tout cas, s'ils le font, même si je n'y crois pas du tout, et qu'ils descendent derrière, on aura un club en Europa League et puis en Ligue 2 aussi. Quoi. Exactement. Un petit mot, messieurs, sur le FC Nantes qui aussi accroche, c'était pas officiel, mais voilà, qui se maintiennent pour de bon en Ligue 1. Bon, c'était vraiment pas une saison mémorable pour les Nantais, seulement 8 victoires, rendez-vous compte, c'est autant que Saint-Etienne et que Reims. Alors, certes, ils ont beaucoup moins perdu que la plupart des équipes en bas de tableau, donc c'est autant qu'Auxerre, autant que Toulouse, autant que Brest. Donc, on va dire qu'ils sont à leur place dans le ventre mou, mais seulement 8 victoires. Bon, c'est pas une saison réjouissante, même si l'ultime succès contre Montpellier 3-0 aura au moins eu le mérite d'être obtenu assez rapidement et de ne pas faire trop stresser les supporters. Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand même pour les Canaries, c'est pas normal pour un club de ce standing-là. Que c'est laborieux, et puis ça fait quand même tant d'années que c'est laborieux, que Nantes se sauve à la dernière ou à l'avant-dernière journée. J'ai assez peu de souvenirs de Nantes qui finit dans le premier tiers du classement de façon récente. Là, à part, il y a eu une bonne saison avec un entraîneur portugais là, qui était, je crois que c'était Oscar Garcia, je crois. Mais bon, comment ? Avec Conceição, pardon, c'était Conceição. Voilà, c'est ça. J'ai confondu. Mais sinon, c'est toujours 15e, 14e, des matchs laborieux, des équipes qui n'arrivent pas à attaquer. Là, tu vois, comme tu dis, ils ont battu 3-0 Montpellier, mais comme on le disait pour les autres équipes, mettre 3-0 à Montpellier, c'était le minimum syndical cette année. Donc, Nantes, il va falloir qu'ils passent à autre chose, qu'ils rêvent plus grand, comme diraient d'autres, mais c'est pas une équipe qui doit être tout le temps dans le fond du classement comme ça. Ils ont une histoire, ils ont un centre de formation, ils ont un grand stade. J'allais dire, ils doivent lutter avec Rennes. Bon, c'était le cas cette annété parce que Rennes a été pourri, mais non, mais ça doit jouer le top 8, Nantes, un jour. Au moins une fois tous les 3 ans, mais c'est pas normal que Nantes se complaise dans une forme de médiocrité comme ça. Ce serait bien de voir autre chose, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que même dans leur début de saison qui est plutôt réussi, leur début de saison est plutôt bon. Ils font un match nul contre Toulouse, ils gagnent ensuite 2 fois d'affilée contre Auxerre et contre Montpellier. Mais si cette année tu es barragiste ou que tu es relégué, tu peux avoir des regrets sur une période très très frustrante pour les Canaries où ils mènent contre Reims, ils perdent, ils mènent 2-0 contre Saint-Etienne, ils font match nul, et ils mènent contre Angers aussi, et ils se font rejoindre et ils font match nul aussi. Et cette période-là, c'est vraiment la période, je crois, qui a lancé toutes les difficultés du FC Nantes, alors qu'ils étaient plutôt bien partis. Et je trouve qu'il y avait du mieux quand même sur le début de saison à Nantes. J'ai vraiment cru que c'était l'année où ils allaient décrocher enfin un maintien serein. Mais comme vous l'avez dit, ils arrivent toujours à se remettre dedans.
Et là, c'est ce que je disais sur l'article de l'équipe, c'est que ils font match nul contre le PSG début avril. Et on se dit que, et à ce moment-là, la tendance, elle est plutôt à laisser Comboiré sur le banc pour la saison prochaine, parce que Nantes a l'air quand même de se diriger vers un maintien au mois d'avril, ce qui n'est pas rien, hein, sans moquerie aucune, mais c'est pas rien pour Nantes par rapport à ce qu'on a vu sur les dernières saisons. Un maintien au mois d'avril, ça a toujours été un peu plus short. Et au final, étant donné que tu n'arrives pas à gagner contre Toulouse, étant donné que tu perds contre Angers, tu te retrouves dans cette position très très compliquée où heureusement pour toi, tu joues contre Montpellier qui est relégué, qui a la tête à la Ligue 2 depuis peut-être bientôt un mois. Mais quand on voit le scénario du multiplex de la dernière journée, ça aurait pas été improbable de voir Nantes glisser dans la charrette, hein, vu que ça a été le cas pour Reims, vu le sauvetage incroyable du Hack. Faut faire attention parce que ça commence à faire beaucoup, et cet été, et en plus vu ce qui est annoncé, je pense pas que tu vas garder Nathan Zézé, je pense pas que tu vas garder Mathis Sabline. Est-ce que c'est enfin l'année où Moses Simon va partir, parce que je trouve que c'est dingue que Moses Simon soit encore au FC Nantes. Si tu perds tous ces profils-là, va falloir faire attention avec a priori dans la tendance encore un changement d'entraîneur, donc attention quand même. Encore un changement d'entraîneur, effectivement, dans les cartons. C'est fou, hein, parce sur les 20 dernières années, le FC Nantes a connu, alors j'essaie de compter un petit peu dans ma tête, a connu 23 entraîneurs différents. 23 entraîneurs différents, en prenant en compte qu'Antoine Comboiré est parti et revenu entre-temps. Okay. Alors qu'ils en avaient connu 17 seulement depuis leur création avant ça. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Depuis 43, c'est Michel Dazakarian qui va revenir après ou... Ah vu qu'il a mis un pied en Ligue 2, il est bienvenu. Hein. Mais j'imagine qu'il est bienvenu à Nantes à tout moment. Il serait très content de retrouver un challenge ici, mais c'est sûr. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va, sachant que Luis Castro serait apparemment sur la shortlist, le coach de l'USL Dunkerque. Donc, à voir ce que ça va donner. Avec Pierre Sage pour le moment. Avec Pierre Sage, évidemment. On est qu'au mois de mai. Hein. Ouais, et qui ne parle pas de Pierre Sage aussi, c'est ça aussi la question. À Lens aussi, on parle de lui. Voilà. Il va être très très convoité, et pas qu'en France, je pense, Pierre Sage également. Donc voilà un petit peu pour cette fin de saison de Ligue 1. Supporters montpelliérains, on a parlé en mal de votre équipe dans cette émission. Bon, on est désolé. On fera sans doute des émissions un petit peu plus dédiées effectivement aux relégués, un petit peu sur ce qu'on doit attendre, sur leur mercato, sur peut-être les changements qu'il peut y avoir avec un passage de la Ligue 1 à la Ligue 2, surtout quand on est un club comme Montpellier. Peut-être Reims, qui n'ont pas connu la Ligue 2 depuis quelques années. Il y a peut-être des choses à dire aussi sur la transition qui va s'opérer cet été au MHSC, avec visiblement une cure de jeunesse à prévoir. Bon, voilà, on va en parler plus en détail tout au cours de l'été. N'hésitez pas à suivre Ma Ligue 2 sur tous les réseaux sociaux, et maligue2.fr bien sûr, pour toutes les infos sur le MHSC pendant l'été, sur le mercato et sur les évolutions bien sûr du Montpellier Hérault avant sa saison de Ligue 2. Et bien sûr, qui dit Ligue 2, dit aussi championnat national et les montées, avec Nancy qui a fêté son titre de champion ce vendredi soir. C'est Le Mans qui a officialisé pour de bon sa montée en Ligue 2. Alors Le Mans ne passera pas par les barrages. On savait qu'il y aurait déjà 2 équipes qualifiées au moins pour les barrages, c'était Le Mans FC et Boulogne-sur-Mer. Et finalement, c'est Boulogne-sur-Mer qui hérite de la 3e place et qui défiera Clermont en barrage. Donc 2 équipes qui travaillent très bien quand même ces dernières années. Le Mans, c'était une belle montée en puissance, avec attention quand même un automne qui était très très compliqué quand même pour le coach Patrick Videra. Et puis finalement, depuis décembre, il y a eu une dynamique incroyable avec quelque chose comme 20 ou 21 victoires sur le... avec la Coupe de France, bien sûr, hein, parce qu'ils sont allés très très loin. je te voyais ton regard, Étienne, tu étais surpris. Non, c'était c'était vraiment une superbe phase retour. Même ça a commencé un petit peu avant la phase retour pour le Mans FC. Je vais afficher un petit peu le classement du national, et qui, malgré son échec, on va dire, ils auraient pu quasiment garantir la montée la semaine dernière. Ils ont perdu 5-2 à Concarneau, comme quoi le national, c'est vraiment un championnat de fou. Ils arrivent à garantir la montée avec un 2-0 contre Versailles, dans un match maîtrisé, très maîtrisé, contre une équipe qui était déjà sauvée
en national. Donc bravo aux Manceaux pour leur accession. On est content de les revoir. Ils étaient descendus dans un scénario aussi, qui était aussi assez improbable avec c'était l'année du Covid. Ils n'avaient pas été relégables de toute la saison et au moment de l'arrêt du championnat, il se trouve qu'ils sont relégables et donc du coup ils descendent en national. Ils y restent 5 ans, rendez-vous bien compte, avant de retrouver la Ligue 2 et donc un championnat professionnel. Bravo à eux, bravo au travail qui a été accompli par Thierry Gomez et par ses équipes. Et donc l'US Boulogne, qui finit 3e devant Dijon, Bourg-en-Bresse et Aubagne, avec d'assez loin en plus, avec un effectif qui n'était pas du tout programmé pour jouer là, puisqu'on rappelle que Boulogne est promu de National 2. Boulogne est évolué en National 2 en 2024. Et très franchement, moi, je ne l'avais pas vu venir. Ça va être un adversaire dont Clermont va devoir beaucoup se méfier. C'est dès demain, je crois déjà. C'est déjà demain le barrage du Clermont contre Boulogne. Ça, ouais. Mardi. Voilà, c'est ce mardi soir à 20h45, la manche allée. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de Clermont? Il y a eu 10 jours pour se reposer, pour digérer cette fin de saison qui n'aura pas été de tout repos. D'ailleurs, j'ai affiché le profil de Clermont plutôt. Clermont Foot, s'il vous plaît. Clermont Foot qui n'a fait qu'un match nul contre Rodez et qui du coup laissait l'opportunité à Martigues de le dépasser à la dernière journée, même si Martigues allait à Lorient et a donc perdu, s'est incliné largement chez les Merlus. Mais j'ai l'impression que même quand ils étaient maîtres de leur destin, jamais Clermont n'a vraiment maîtrisé les débats, quoi. Je sais pas vous. Non, oui, qu'est-ce qu'on pense de Clermont? Globalement, à peu près toujours la même chose. Mais si on veut être un peu optimiste, il y a quand même le fait que Diédiou revienne en forme sur la fin de saison, et je pense qu'il risque d'être très important sur cette confrontation contre Boulogne. Voilà. Au moins Clermont va arriver reposé et avec à peu près toutes ses forces, je pense. Non, je crois qu'il y a un joueur au milieu de terrain qui s'est blessé assez. Il va manquer Made in Douane, normalement. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est quand même problématique, quoi. Offensivement, ça a été un des joueurs les plus productifs de l'année. Donc, effectivement, il va manquer Douane, mais à part ça, non, Clermont arrive quand même dans une position assez préférentielle. C'est assez rare que l'équipe de National l'emporte dans le barrage, même si je crois que c'est déjà arrivé. Ça devait être Le Mans contre le Gazélec d'Ajaccio, si je ne m'abuse. Tu me poses une colle là, je l'ai plus en tête. Quand même. On laissera les gens vérifier après si j'ai dit une bêtise alors. Mais, non, mais on va regarder tout de suite. Mais bon, il y a quand même assez. Grenoble était monté par les barrages, pardon. Ouais. Ah bon, bravo. En tout cas, je trouve que Clermont n'arrive pas dans la position d'une équipe de bas de tableau en chute libre. C'est pas Reims qui arrive de Ligue 1 en barrage, quoi. Clermont, ça m'inquiète un peu moins pour eux, quoi. Voilà. Ouais. Puis même au niveau du calendrier, c'est quand même à l'avantage de Clermont qui a eu une semaine de repos de plus finalement, puisque le national s'est terminé une semaine après la Ligue 2. La phase principale de Ligue 2, un match retour à domicile pour Clermont en plus. Je dirais juste que peut-être dans les têtes, Clermont a tout à perdre là où Boulogne n'a pas grand chose à perdre. Dans l'idée, je trouve, tu l'as dit, ils viennent de monter en national. C'est pas comme s'ils rataient la montée depuis 4 ou 5 ans et que ça commençait à devenir un peu problématique, que ça commençait à devenir un peu un complexe. Là, on est vraiment sur une équipe qui peut, dans le meilleur des cas, faire 2 montées en 2 ans, ce qui serait exceptionnel. Ah ouais. Là où Clermont peut faire 2 descentes en 2 ans, ce qui serait catastrophique. Donc peut-être qu'en termes de pression, même si forcément c'est un barrage d'accession, donc tout le monde aura de la pression, c'est un match à enjeu, je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de pression côté Clermont que côté Boulogne-sur-Mer, qui va vraiment là pour le coup on disait qu'il n'y avait pas forcément de favori net entre Metz et Reims. Là il y a un favori qui est assez clair entre Clermont et Boulogne-sur-Mer, et une équipe je trouve qui va peut-être partir avec un peu moins d'appréhension que l'autre. Maintenant, il faut voir. On peut très 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 bien être surpris, surtout au vu de la dynamique de Clermont cette saison. Mais je trouve que là, on se démarque un peu plus en termes de statut avant cette rencontre là.
Étienne, je confirme effectivement que Le Mans avait battu le Gazélec. Moi, je me rappelais effectivement d'une victoire du Gazélec contre Le Mans, mais ils avaient perdu le match retour. Et donc, du coup 2-0. Et du coup, ça faisait monter du Mans en 2019 et redescendre immédiatement en 2020 à cause de la pandémie et de l'interruption du championnat. Et Grenoble, c'était avant, du coup. Et Grenoble, c'était encore avant, effectivement. Et après, il y a plus de barrage pendant quelques temps, puisque avec la réforme du championnat, etc. Donc oui, on a eu assez peu finalement de montée de nationale en Ligue 2 comme dans ces scénarios-là, mais sait-on jamais, surtout que l'US Boulogne qui partage très très bien ses buts entre Corentin Fatou, Théo Epailly, Thibaut Rambaud qui est leur meilleur buteur, l'excellent milieu offensif Adel Bouche, franchement, lui c'est pareil, ça va être une révélation. Je vous avais annoncé pour Aminemia cette saison qu'il allait faire des dégâts. Pareil pour Boutra lors de son retour en France. Je savais qu'il ferait beaucoup de bien à Bastia. Voilà, lui, ça peut être aussi une très très grosse surprise, une très très grosse révélation en Ligue 2 l'an prochain, parce que je ne pense pas qu'il restera en national, même si Boulogne y reste. Et moi, je pense qu'il peut tout à fait porter sur ses épaules cette équipe boulonnaise qui a été très très régulière globalement et qui, même si elle a connu quelques blessures en attaque ces dernières semaines, ce qui a fait qu'elle a été un petit peu moins performante. Boulogne a un petit peu sur une moins bonne forme. Elle a quand même c'est une équipe qui a quand même battu Dijon la semaine précédente pour assurer les barrages 3-0 à l'extérieur. Donc même à l'extérieur, elle est capable de faire de très très gros matchs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une opposition de style entre Clermont qui aime bien garder le ballon visiblement, mais qui ne sait pas toujours quoi en faire, qui est parfois un petit peu approximatif dans l'utilisation du ballon, et Boulogne qui se projette très très vite en contre, et ça a été ça toute la saison, même s'ils ont été très longtemps en haut du tableau. Ils jouaient comme un promu finalement, et c'est ça qui les a propulsés à cette place-là. Ils exploitaient les espaces, ils exploitaient les équipes qui jouaient un peu haut et qui s'aventuraient dans leur camp pour les piquer en contre. Et très franchement, moi je suis impatient de voir ce que... D'ailleurs, vendredi, je les ai vus marquer un but 15 secondes après un coup d'envoi, l'ouverture du score contre Châteauroux. Ouais, c'est ça. Engagement, en 5 passes, ils se retrouvent dans la surface, tête, but. Donc effectivement, ils peuvent frapper très vite. C'est exactement ça. Et c'est pas ce match nul contre Châteauroux qui était en bonne forme sur la phase retour malgré sur cette dernière semaine malgré leur relégation. C'est pas ce match nul là qui va m'inquiéter sur la forme des Boulonnais. Par contre, on voit quand même qu'à domicile, il y a eu des résultats un peu moins bien récemment. La défaite contre Rouen, la défaite contre Sochaux, qui avait quasiment plus rien à jouer et qui était quasiment déjà maintenu. Donc attention quand même à pas laisser passer sa chance quand même au stade de la Libération, si je dis pas de bêtises. Ce serait quand même dommage de partir avec déjà un retard sur le trajet en Auvergne. Mais je pense quand même que Boulogne a des arguments pour inquiéter les Clermontois. Voilà. Et du coup, on serait sur un scénario de match qui serait plutôt favorable à Boulogne, parce que dans l'idée, là, c'est quasiment sûr que Clermont aura le ballon. Oui, donc si leur schéma préférentiel c'est vraiment d'évoluer en transition, ils vont être dans cette configuration-là, a priori, sur les 2 matchs, même à domicile. Mais c'est vrai que attention quand même au match de demain, parce que même si la confrontation retour est à Clermont et que c'est toujours, on le sait, la meilleure configuration pour une double confrontation, si Clermont perd d'un but ou de 2 buts demain, je sais pas si, vu ce qu'on en a vu cette saison, vu comment ça a été compliqué mentalement, je parierais pas forcément sur un Clermont capable d'inverser la tendance. Si c'est un but, c'est pas non plus insurmontable. S'ils viennent à perdre de 2 buts demain à Boulogne, ça changerait quand même pas mal de choses, évidemment, mais on serait pas non plus sur un scénario, on se dit, ok, la Ligue 2 va forcément revenir et refaire son retard, parce que Clermont a eu tellement de difficultés, je trouve, à marquer des buts cette saison, tellement de difficultés à enchaîner et à prendre de la confiance, que j'aurais pas mal de doutes sur la capacité de cet effectif-là à se remobiliser en si peu de temps finalement, parce que c'est sur la même semaine, et à inverser la tendance contre Boulogne. Et là où le Clermont Foot 63 a quand même un avantage, c'est qu'ils ont eu ces 10 jours de repos. Là où Boulogne a joué vendredi un match très important, ils ont donné toute leur force dans la bataille contre Châteauroux. Surtout que ils n'ont pas pu se mettre en mode gestion, parce qu'ils couraient après ils ont couru après un résultat positif pour essayer de rattraper le Mans. Et là, ils jouent 4 jours plus tard et ils vont rejouer à nouveau 4 jours après, 5 jours après.
Oui, Ah, mais là, il y a un oui. gros désavantage sur l'état de forme, forcément. Dans tous les paramètres, oui. Dans tous les paramètres pour les Boulonnais. Mais bon, voilà, qui sait, nous, on serait ravis d'accueillir Boulogne et on serait aussi triste de perdre Clermont dans cette Ligue 2 seulement un an après les avoir retrouvés. Que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire, et suivez le match, bien sûr, soyez attentifs et suivez le match demain soir sur maligue2.fr, le live et le débrief dans la foulée au coup de sifflet final. Voilà, pour ce match passionnant de Ligue 2, hein, puisque les barrages de Ligue 2, c'est déjà un match de Ligue 2 d'après tout le monde, d'après tous les règlements. Et d'ailleurs, le fait que le Boulogne soit troisième de national et barragiste, ça veut aussi dire que si jamais il y a une descente de Ligue 2 en national ou plus bas sur le plan administratif, Boulogne sera repêché. C'est ça aussi que ça veut dire. Et pareil pour en tout cas le perdant, pardon, je dis Boulogne, mais le perdant des barrages, que ce soit Clermont ou Boulogne, sera repêché dans tous les cas. Donc c'est déjà une grosse perf, surtout en venant de National 2, pour l'US Boulogne Côte d'Opale. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une bonne grosse émission quand même pour résumer les dernières journées en National, en Ligue 1 et le Play-off 2 de Ligue 2. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission de presque 1 heure. Eh ben, avec plaisir. Il y avait beaucoup de choses à dire, effectivement. Il y avait beaucoup de choses à dire et on va essayer au possible de débriefer les barrages allés, les barrages retour et de faire un gros bilan après ça de la saison. On va aussi nommer notre équipe type. Voilà, on va peut-être nommer nos révélations de la saison, ce genre de choses. On va peut-être un petit peu faire des émissions un petit peu sympas aussi au cours de l'été pour vivre ce mercato voilà, en votre compagnie. En tout cas, ce sera un plaisir de vous retrouver sur Ma Ligue 2 par en live sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager bien sûr cette émission si jamais vous l'avez appréciée, à laisser un commentaire pour nous faire part de vos remarques, voilà, et puis tout simplement, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief. Salut tout le monde. Salut.